En réalité, la plupart des gens ont un ou deux vrais amis proches, pas plus. Les pensées intrusives non désirées sont en réalité quelque chose de courant, et elles ne font absolument pas de vous une mauvaise personne. Même lorsqu'elles portent sur des thèmes sensibles comme la sexualité, la religion ou la morale, cela ne signifie en aucun cas que vous êtes anormal ou dangereux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par définition, ces pensées sont non désirées parce qu'elles vont à l'encontre de vos propres valeurs. Elles sont le reflet inversé de ce que vous croyez profondément, c'est précisément ce qui les rend si dérangeantes. Prenons l'exemple d'une personne très croyante qui voit surgir dans son esprit des images blasphématoires sans les vouloir, ou encore celui d'un nouveau parent qui se retrouve choqué par une pensée à caractère sexuel qui n'a aucun lien avec ses véritables intentions. Ces pensées ne disent rien sur qui vous êtes. Elles apparaissent spontanément, souvent à des moments de stress, d'anxiété ou de fatigue intense, et elles disparaissent si on ne leur accorde pas une importance excessive. Plus de 90% des gens en font l'expérience à un moment ou un autre de leur vie, mais malgré cette fréquence, la nature morale ou choquante de ces pensées fait que beaucoup de personnes gardent le silence pendant des années. Elles ont honte, elles ont peur d'être jugées, et parfois, elles finissent par croire qu'elles sont les seules à vivre cela, ce qui les enferme encore plus dans l'isolement et la détresse. Mais ce silence n'est pas une fatalité. Parler de ces pensées avec un professionnel bienveillant, ou même simplement comprendre qu'elles sont communes et ne reflètent pas vos désirs profonds, peut apporter un énorme soulagement. Ce n'est pas ce que vous pensez malgré vous qui compte, mais ce que vous choisissez de faire et de nourrir consciemment. Une pensée intrusive ne vous définit pas. Ce qui vous définit, ce sont vos choix, vos valeurs, vos actes. Beaucoup de mes clients ont traversé des traumatismes sévères et des négligences durant leur enfance. Ils n'ont jamais eu quelqu'un pour leur montrer ce que sont des émotions saines, ni pour leur expliquer comment réagir de manière adaptée face au stress, à la peur ou à la colère. Le plus souvent, ils me décrivent une réaction qui, pour n'importe qui d'autre, serait tout à fait normale face à une situation difficile, et puis ils ajoutent, hésitant, « Je ne sais pas si c'est normal ». Ce sont des adultes qui ont grandi dans un environnement où le dysfonctionnement était tellement présent que les repères ont été perdus. Ils ignorent s'il est légitime de pleurer lorsqu'ils ressentent de l'anxiété ou de la peur, ou s'il est acceptable de se mettre en colère quand leurs limites sont franchies. Cette incertitude traduit un profond manque d'apprentissage émotionnel durant leurs années de formation. Leur expérience a souvent été marquée par un silence, un déni, ou même une invalidation de leurs sentiments, ce qui les laisse aujourd'hui désemparés face à leur propre monde intérieur. Ce travail thérapeutique consiste alors, entre autres, à leur redonner ces clés, à leur montrer que leurs émotions sont humaines et justifiées, et à leur apprendre peu à peu à reconnaître leurs besoins et à les exprimer de manière saine. C'est un chemin long, mais essentiel pour que ces personnes puissent enfin s'autoriser à vivre pleinement et sereinement leurs émotions. Je suis psychologue aux États-Unis. Pour n'en citer que quelques-uns, la masturbation compulsive, la peur d'être pédophile ou violeur, c'est une peur fréquente chez les personnes souffrant de TOC, l'accumulation compulsive, les difficultés de performance sexuelle, les antécédents d'abus ou d'agression sexuelle, malheureusement, c'est très courant, la consommation de drogue, les dépenses excessives dans divers domaines, un diagnostic de TSA, le fait de retourner dans une relation abusive ou d'y rester, le deuil qui dure des années, l'automutilation sous différentes formes, le désir d'abandonner son mode de vie actuel, par exemple pour avoir plus de relations sexuelles, fuir les responsabilités ou les attentes, un passé lié à la violence de gang ou au crime, la sexualité ou l'asexualité, l'identité de genre, l'impact du racisme ou du traumatisme racial, la paranoïa, les hallucinations, le malaise en thérapie, le fait de ne pas croire en la thérapie, la difficulté à faire confiance à un thérapeute, la peur des médicaments psychiatriques, ou encore la peur des médecins en général. J'ai été surpris de voir que certains mentionnaient les idées suicidaires. La plupart de mes patients en parlent très ouvertement dès le début de la thérapie, ce que je trouve extrêmement sain. Je pense que la majorité des personnes avec qui j'ai travaillé avaient ou ont eu des pensées suicidaires. Aussi étrange que cela puisse paraître,
je n'arrive même pas à imaginer ce que serait une vie sans aucune pensée liée au suicide. À ce stade, je ne me souviens pas de la dernière fois où un patient a dit quelque chose en thérapie qui m'a choqué ou même fait penser « Ah, c'est nouveau ». Et à mon avis, surprendre son thérapeute, ce n'est pas grave. Je suis en train de terminer mon doctorat en psychologie clinique et je travaille principalement dans le domaine des expertises judiciaires. Cela va de l'évaluation de la responsabilité pénale ou de la capacité à comparaître à des cas plus délicats, comme des enfants victimes d'abus que l'on doit parfois dispenser de témoigner pour ne pas les revictimiser. Dans ce travail, je rencontre beaucoup de personnes qui ont vécu des abus sexuels et qui éprouvent une honte immense à en parler, surtout quand il s'agit de l'impact que cela a sur leur vie sexuelle actuelle. Autre sujet très fréquent mais souvent tu, l'automutilation. C'est un thème très répandu chez les patients que je vois, mais dont peu osent parler spontanément. Pour être honnête, lors de ma première année de stage, un client m'a confié qu'il collectionnait des animaux écrasés sur la route et qu'il fantasmait longuement sur le meurtre de personnes précises dans sa vie. Ce jour-là, j'ai un peu perdu mon innocence. J'ai été assez désensibilisé par la suite, mais je ressens encore un frisson quand je repense à ce patient. Il avait une manière d'être profondément inquiétante, sincère et troublante à la fois, une sorte de malaise que je ne saurais vraiment décrire ici. Cette expérience m'a littéralement arraché le pansement, m'ouvrant les yeux sur la réalité brutale et complexe de ce métier. Je travaille beaucoup avec des personnes souffrant d'anxiété et de traumatisme. Chaque fois que je leur demande s'ils décriraient leur expérience comme une anxiété liée à leur propre anxiété, j'ai souvent un « Oh mon Dieu, oui ». L'anxiété a un impact très physique sur le corps, cœur qui bat fort, difficulté à respirer, sensation de faiblesse ou de froid, vision en tunnel, au point qu'on ressent la réaction corporelle avant même de prendre conscience des pensées anxieuses qui la déclenchent. Ensuite, on panique en se demandant pourquoi notre corps s'emballe alors qu'on ne se sent pas menacé, et l'anxiété s'amplifie d'elle-même. L'anxiété est comme un système d'alarme dans notre corps qui signale la présence d'un danger réel ou perçu. Que feriez-vous si votre alarme se déclenchait chez vous? Vous vérifiez s'il y a une menace réelle, vous analysez votre environnement ou la situation pour vous ancrer dans le présent, vous désactivez l'alarme, les exercices de respiration aident beaucoup, tout comme les techniques de pleine conscience comme les scans corporels, puis vous examinez ce qui a déclenché l'alarme, vous réfléchissez aux pensées autour de la situation qui vous semble dangereuse. Il est aussi important de noter que le danger ne doit pas forcément être une arme braquée sur vous. Paniquer lors d'une présentation qui pourrait mettre en danger votre emploi et menacer votre capacité à payer vos factures et assurer votre vie peut très bien se ressentir comme un danger réel, si on y réfléchit. J'ai remarqué que ce phénomène concerne surtout les hommes, ils ont souvent cette conviction qu'ils sont des monstres ou des êtres étranges simplement parce qu'ils sexualisent quelqu'un, ce qui les plonge dans un profond malaise vis-à-vis d'eux-mêmes. Pourtant, la vérité, c'est que c'est une expérience quasi universelle. Presque tout le monde a, à un moment ou un autre, des pensées ou des attirances sexuelles, et c'est quelque chose de naturel, même si ça peut parfois paraître étrange ou inconfortable. Cela dit, je reconnais que certaines de ces situations peuvent être plus compliquées, notamment quand ces hommes vivent avec des troubles mentaux. Pour eux, ce mal-être est encore plus intense, parce qu'ils se jugent durement, se sentent isolés et souffrent d'une véritable culpabilité qui ronge leur estime de soi. Je ressens une grande compassion pour eux, car leur douleur est profonde et souvent silencieuse. Ils ne sont pas des monstres, loin de là, mais des personnes qui traversent une lutte intérieure difficile, et qui méritent d'être entendues et soutenues sans jugement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sexualiser quelqu'un, dans une certaine mesure, fait partie de la nature humaine. Le problème ne vient pas de ses pensées elles-mêmes, mais de la manière dont elles sont interprétées et vécues. Quand on arrive à prendre du recul, à reconnaître que ces pensées ne définissent pas qui on est, on peut commencer à apaiser ce sentiment d'étrangeté et à se reconstruire. Beaucoup de personnes que je rencontre ont l'impression qu'elles devraient faire leur deuil d'une certaine manière et craignent de se dire qu'elles n'ont pas dû aimer quelqu'un ou qu'elles n'ont pas dû tenir à cette personne. Or, chacun fait son deuil à sa façon. Les 5 étapes du deuil sont complètement absurdes.
Je consultais avec un autre thérapeute qui suivait un couple dont la fille était décédée. La femme était persuadée que son mari ne tenait pas à leur fille parce qu'il ne faisait pas son deuil ouvertement. En réalité, alors qu'elle participait à des groupes de soutien et exprimait sa douleur à l'extérieur, lui continuait à travailler dans le jardin que lui et sa fille entretenaient quand elle était en vie, utilisant ce moment pour réfléchir et faire son deuil à sa manière. Les deux étaient des façons parfaitement valables de vivre leur deuil, mais il est souvent attendu qu'un des deux manifeste plus sa douleur que l'autre. Finalement, ils ont réussi à trouver un équilibre, il la conduisait, elle et d'autres, à leur groupe de soutien hebdomadaire, et elle essayait de travailler avec lui dans le jardin à condition qu'il ne parle pas. C'était vraiment touchant. Dans le même ordre d'idées, le nombre de personnes qui ne sont pas conscientes de leurs propres émotions et de leur processus émotionnel est impressionnant. Beaucoup ne ressentent que de la colère ou de la joie et s'inquiètent de ne pas ressentir autre chose, pensant qu'il y a un problème avec eux. Il est tout aussi important de normaliser le fait de ressentir toute la palette des émotions. Reconnaître ce que l'on ressent, ainsi que ce que cela provoque dans notre corps quand on ressent ces émotions, est extrêmement utile pour comprendre notre façon de vivre et de gérer nos sentiments. Globalement, notre manière de traiter les émotions dans la société est plutôt dysfonctionnelle. Dans mon travail, il arrive très souvent que des patients me confient qu'ils n'aiment pas leurs membres de famille, qu'ils ressentent de la colère envers leurs parents, ou qu'ils souhaitent même couper tout contact avec eux. C'est un sujet particulièrement délicat, surtout parce que je travaille dans un pays où la culture est beaucoup plus collectiviste qu'en Occident. Ici, ne plus vouloir rien avoir à faire avec ses parents est souvent perçu comme un acte égoïste, un manque de respect, voire carrément une faute morale. Cela peut vite faire de quelqu'un un mauvais fils ou une mauvaise fille aux yeux de la société. Nous sommes donc confrontés à ce dilemme presque chaque jour. Il y a une onde profonde, presque viscérale, qui pèse sur ces personnes. Elles savent qu'elles ont des sentiments négatifs, parfois très forts, envers leurs proches, mais elles n'osent pas en parler ouvertement, par peur du jugement ou de la réprobation sociale. Et pourtant, dans le cadre thérapeutique, quand j'essaie de leur faire comprendre que parfois leurs parents peuvent être toxiques, que leur présence ou leur comportement déclenche leur traumatisme ou nuit à leur santé mentale, cette idée provoque souvent une colère visible. Beaucoup réagissent avec incrédulité, voire avec une certaine hostilité, parce que cette pensée semble remettre en cause un pilier fondamental de leur culture et de leur identité. C'est là que la psychologie culturelle prend toute son importance. Quand je suis arrivé ici, j'avais encore mon regard américain ou européen, avec mes repères et mes réflexes. J'ai vite compris que je devais profondément ajuster ma manière de comprendre, d'écouter et d'intervenir. Il ne s'agit pas seulement d'appliquer des méthodes, mais de saisir à quel point le contexte culturel façonne les valeurs, les émotions, les relations, et même la manière dont la souffrance se vit et s'exprime. Cette adaptation est un défi constant, mais aussi une chance incroyable d'élargir ma perspective et de mieux accompagner les personnes dans leur réalité unique. Parce que parfois, aider quelqu'un, c'est avant tout lui permettre de se sentir entendu dans son propre monde, même quand ce monde semble en contradiction avec ce qu'on croyait savoir. Les pensées homosexuelles sont naturelles. Le problème vient de ce qui est socialement acceptable d'exprimer ou non. Il est socialement accepté que deux femmes s'embrassent, mais pas deux hommes. Souvent, je parle avec des clients masculins pour les aider à se sentir à l'aise dans leur peau et à parler de l'attirance envers les êtres humains. La courbe du corps d'une femme est belle. Une mâchoire carrée est très attirante. Il est normal de trouver quelqu'un du même sexe attirant. Le plus souvent, une fois que vous en parlez, vous pouvez passer à autre chose. Beaucoup de clients me parlent d'abus, car je suis thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Je vais faire court et simple. Si vous avez un traumatisme et que vous cherchez à vous en libérer, vous devez répondre à une question: à quoi ressemblerait ma vie si je m'absolvais de tout mon traumatisme? J'essaie d'aider la plupart de mes clients à comprendre que les abus qu'ils ont subis ne sont pas de leur faute. En résumé, les personnes blessées blessent les autres. Le racisme est un processus de pensée très tordu et toxique. Cela revient à dire, parce que j'ai une certaine apparence, je suis supérieur.
Beaucoup de mes clients abordent la question de la race, pour une raison ou une autre, car, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous impactés par la race. Le racisme a été et reste une part essentielle de la société américaine. Avec mes clients blancs, les questions sont souvent « Est-ce raciste? Ai-je été raciste envers vous? Suis-je une mauvaise personne de penser ça? Suis-je raciste? Comment ne pas être raciste ?» La réponse est oui. Vous êtes raciste à 100%. La structure américaine est construite de manière à favoriser particulièrement les personnes à la peau blanche. C'est ainsi que fonctionne le racisme systémique. De plus, il faut comprendre que le racisme existe depuis plus de 400 ans. Il ne va pas disparaître magiquement après 60 ans de mouvement pour les droits civiques. Cependant, à mon avis, le problème est que beaucoup de Blancs pensent que le fait d'être raciste signifie qu'ils sont de mauvaises personnes. C'est faux. Être raciste ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne. Cela signifie que vous manquez de compréhension et d'empathie envers une race autre que la vôtre. C'est normal. En général, cela se résout simplement en apprenant à connaître davantage de personnes de la race envers laquelle on manque d'empathie. Beaucoup de mes clients blancs racistes envers les noirs s'en sortent facilement parce que je suis moi-même noir. Je suis un bon point de départ pour eux. De mon côté, j'avais tellement peur d'avouer à mon thérapeute que j'avais des fantasmes suicidaires. J'avais toujours entendu dire que quand on parle de suicide, les gens pensent qu'on cherche juste de l'attention, ou qu'on veut un traitement spécial, ou pire, qu'on va se retrouver enfermé dans un service psychiatrique. Cette peur m'a longtemps empêché d'en parler, parce que j'avais honte et que je craignais d'être jugé ou rejeté. Quand j'ai finalement réussi à aborder le sujet, mon thérapeute m'a expliqué que ce n'était pas vrai, que beaucoup de personnes ont des pensées ou des fantasmes autour du suicide, et que c'était plus courant qu'on ne le croit, surtout dans des moments de grande détresse. Il m'a rassuré en me disant que ces pensées, aussi effrayantes soient-elles, font partie de la réalité humaine et ne signifient pas forcément que l'on va passer à l'acte. À ce moment-là, je me suis senti un peu ridicule d'avoir cru que j'étais bizarre ou fou à cause de ça. J'ai compris que ces pensées ne faisaient pas de moi quelqu'un d'anormal, juste quelqu'un qui traverse une période difficile. Cette prise de conscience a été un soulagement énorme, parce que j'ai pu enfin parler ouvertement, sans crainte, et commencer à travailler sur ces émotions avec un regard plus apaisé. Une fois, un patient m'a raconté qu'il aimait toucher au moins 10 plafonds différents par jour. Il gardait une échelle dans son véhicule. À chaque commerce ou domicile où il se rendait, il essayait de toucher le plafond. Il se déguisait en bricoleur et faisait semblant de réparer une plaque de plafond ou de changer une ampoule. Lorsqu'il était confronté par les propriétaires, il leur disait qu'il avait été envoyé par la direction. Quand il allait à l'église les dimanches et mercredis, il attendait que toute la congrégation soit partie, puis il faisait rentrer son échelle, utilisant parfois les bancs pour monter assez haut et atteindre le plafond. Quand la pandémie a frappé et que presque tous les commerces et les églises ont fermé, il est devenu très anxieux. Il savait qu'il devait trouver une autre façon d'atteindre son objectif de 10 plafonds par jour. Moins de 10 plafonds par jour était tout simplement inacceptable. Il a pensé au supermarché, mais il savait que la plupart des plafonds y étaient trop hauts. Il a envisagé de cambrioler des commerces après les heures de fermeture, mais il voulait limiter ses risques judiciaires. Il a même pensé à acheter 10 cabanons pour les mettre dans son jardin, mais il a vite réalisé que son jardin n'était pas assez grand, puisqu'il vivait en appartement. Alors, qu'a-t-il fait? Il a quitté son emploi de taxidermiste et a créé une entreprise de réparation d'électroménager. En travaillant 10 heures par jour, il pouvait visiter 10 maisons différentes. Il m'a dit un jour que les inconvénients étaient qu'il gagnait beaucoup moins d'argent et qu'il travaillait environ 70 heures par semaine. Il m'a aussi raconté que l'avantage, c'était que sa femme l'avait divorcé parce qu'il n'était jamais à la maison. Après son divorce, il a arrêté de venir me voir. Je suppose qu'il n'a... Il existe des rêves et des fantasmes sexuels cachés, parfois concernant des membres de la famille, des pensées que beaucoup pensent rares ou tabous, alors qu'en réalité elles sont bien plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Pourtant, ces pensées restent souvent enfouies, secrètes,
et n'ont pas forcément d'impact direct sur les relations proches de la personne, du moins tant qu'elle ne leur accorde pas trop d'importance ou qu'elle ne les laisse pas prendre le contrôle. Beaucoup de ce que nous rêvons ou imaginons est inconscient, involontaire, et échappe à notre volonté. Le cerveau peut produire des images ou des scénarios qui n'ont ni sens logique ni intention consciente. Parfois, ces pensées naissent d'un mélange confus de souvenirs, d'émotions refoulées, de peur ou simplement de processus mentaux mystérieux que la science peine encore à expliquer. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que ces rêves ou fantasmes ne reflètent pas forcément un désir réel, ni un choix moral. Ils ne définissent pas la personne ni ne trahissent ses valeurs. Ce sont plutôt des manifestations de l'inconscient, des réactions parfois absurdes à des tensions intérieures, et souvent des signes qu'il y a des choses à explorer plus en profondeur, peut-être avec douceur et sans jugement. Pour la plupart, ces pensées ne deviennent problématiques que si elles provoquent une souffrance, si elles sont prises pour la réalité ou si elles influencent le comportement. Tant qu'elles restent une part mystérieuse et privée, elles font simplement partie de la complexité de l'esprit humain, avec ses zones d'ombre et ses paradoxes. Je travaille dans un service dédié aux personnes âgées atteintes de démence ou de troubles de santé mentale, et ce que je vois très souvent, ce sont des proches ou des aidants familiaux qui ressentent de la honte parce qu'ils trouvent extrêmement difficile de s'occuper d'une personne qu'ils aiment et qui est en train de changer profondément à cause de la maladie. Beaucoup culpabilisent de ne pas y arriver comme ils le voudraient, comme s'ils échouaient, alors qu'en réalité, ce qu'ils vivent est d'une complexité émotionnelle immense. L'épuisement des aidants est un vrai problème, et il faut en parler sans détour. Ce n'est pas anodin d'être confronté chaque jour à la souffrance d'un parent, d'un conjoint ou d'un ami, de voir cette personne que l'on connaît si bien s'éloigner lentement de ce qu'elle était, de la voir perdre ses repères ou son identité. Cela touche profondément et use petit à petit, même les plus dévoués. Certains essaient de tout faire seuls, par amour ou par devoir, mais finissent par se perdre eux-mêmes dans le processus. Et pourtant, ils continuent, souvent en silence, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de craquer. Mais il est fondamental de rappeler que les aidants ont eux aussi besoin d'aide, de répit et de reconnaissance. Ils doivent pouvoir prendre du temps pour eux, sans se sentir coupables. Ils doivent savoir qu'il est normal de ressentir de la fatigue, de la tristesse, parfois même de la colère ou du découragement. Ce sont des émotions humaines, compréhensibles dans un contexte aussi éprouvant. Personne ne peut être forte en permanence, personne ne peut porter une telle charge sans soutien. C'est pour cela que nous proposons des groupes de parole et de soutien pour les aidants, des espaces où ils peuvent parler librement, se sentir compris, partager leurs difficultés et trouver un peu de souffle. Parce que oui, il est tout à fait légitime d'avoir du mal à s'occuper d'un proche malade, et jamais vous ne devriez avoir honte de ce que vous ressentez. Aider quelqu'un, c'est noble, mais s'oublier soi-même n'est jamais une solution durable. Vous avez le droit de souffler, de demander de l'aide et de penser aussi à vous. En travaillant dans le domaine des addictions, j'ai appris à reconnaître les silences, les hésitations, ces moments où quelqu'un cherche ses mots parce qu'il s'apprête à dire quelque chose de difficile. Et parmi les choses qui reviennent, il y en a une qui reste toujours lourde à dire pour beaucoup, le fait d'avoir consommé avec l'un de ses parents. Quand ça sort, c'est souvent à voix basse, avec les yeux qui cherchent un signe que ce n'est pas trop grave, que ça peut être entendu. Et moi, je l'ai entendu plus souvent qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est quelque chose qui touche à tellement de niveaux à la fois. Il y a la culpabilité, bien sûr, mais aussi la confusion, la tristesse, parfois même un certain attachement lié à un moment de proximité qui n'aurait jamais dû se construire autour de la consommation. Il peut y avoir cette idée que ce n'était pas si grave, que ça faisait partie de la routine, que c'était juste comme ça dans la famille. Et pourtant, une partie de la personne sent bien que ça n'aurait pas dû arriver, que quelque chose a été tordu, déplacé, difficile à digérer. Ce genre de vécu, ce n'est pas seulement un détail dans une trajectoire de dépendance. C'est souvent un élément révélateur d'un climat familial dysfonctionnel, d'une frontière brouillée entre l'adulte et l'enfant, entre ce qui est censé protéger et ce qui blesse. C'est aussi une source de douleur silencieuse, parce que peu de gens osent dire à voix haute « J'ai fait ça avec ma mère, avec mon père, et je ne sais même pas ce que j'en pense vraiment ». Et oui, c'est triste.
C'est triste parce que ça raconte une forme de solitude, une confusion des rôles, et souvent un besoin de lien qui s'est exprimé à travers la consommation plutôt que dans un cadre sécurisant. Mais c'est aussi pour ça que ces confidences comptent. Parce qu'en les nommant, on commence à voir la personne derrière l'addiction, son histoire, ses manques, et ce qu'elle essaie, malgré tout, de réparer. Lorsqu'une personne dit qu'elle entend des voix, il est important de comprendre que cela ne signifie pas toujours qu'elle fait l'expérience d'hallucination. En réalité, beaucoup de gens ne sont pas familiers avec ce qu'on appelle le dialogue intérieur ou le discours interne, cette voix intérieure que nous utilisons tous pour réfléchir, nous parler à nous-mêmes, organiser nos idées ou nous rassurer. Et pourtant, c'est une forme normale de traitement de l'information que le cerveau utilise en permanence. Ce qui se passe souvent, c'est que certaines personnes découvrent ou prennent conscience de cette voix intérieure de manière soudaine ou plus marquée, parfois dans un contexte de stress, d'anxiété ou de confusion, et en viennent à croire qu'elles entendent des voix extérieures. Elles s'inquiètent alors de souffrir d'un trouble psychotique ou d'être en train de perdre la tête, alors qu'en réalité, ce qu'elles expérimentent relève très souvent du fonctionnement mental habituel. Il existe des questions simples et utiles pour faire la différence entre un dialogue intérieur normal et une hallucination auditive. Par exemple, on peut demander si la voix vient de l'intérieur de la tête ou de l'extérieur, si elle a une identité claire ou si elle ressemble à une pensée spontanée, si elle donne des ordres ou si elle ressemble simplement à une conversation interne. La majorité du temps, il s'agit d'une activité mentale normale, mais mal interprétée. C'est pourquoi il est essentiel de normaliser ce sujet et d'en parler avec bienveillance. Ce n'est pas parce qu'on a une voix dans sa tête qu'on est malade. Apprendre à reconnaître son discours intérieur, à en comprendre la fonction, peut même être un outil puissant pour réguler ses émotions, développer une meilleure connaissance de soi et renforcer sa stabilité mentale. Ce genre de clarification permet souvent d'apaiser des peurs très profondes et d'éviter des malentendus qui peuvent générer une détresse inutile. Ce que beaucoup de personnes portent en elles, c'est cette croyance persistante qu'il y a quelque chose de fondamentalement défectueux en elles. Pas juste une erreur ou une faiblesse comme celle qu'on peut corriger, mais une faille plus profonde, presque inscrite dans leur identité, qui les rend fondamentalement inadaptés aux autres, incapables de réellement appartenir à un groupe ou de se sentir comme tout le monde. Ce sentiment ne disparaît pas avec les réussites extérieures. On peut avoir un travail stable, des relations sociales en apparence solides, même une reconnaissance publique ou professionnelle, et malgré tout, continuer à ressentir cette solitude intérieure, ce décalage douloureux. Parce que ce n'est pas une question de logique ou de faits concrets, c'est une conviction ancrée depuis longtemps, souvent formée dans l'enfance ou renforcée par des expériences d'exclusion, de rejet, ou simplement par une différence mal comprise. Et ce qui rend cette croyance encore plus difficile à vivre, c'est qu'elle est souvent entourée de silence. Beaucoup n'osent pas la nommer, soit parce qu'ils ont honte, soit parce qu'ils ont peur qu'on leur confirme qu'ils ont raison. Mettre des mots dessus, c'est prendre le risque de se dévoiler dans quelque chose de très intime, mais c'est aussi un pas essentiel dans le processus de guérison. Ce que j'essaie de rappeler, c'est que cette sensation d'être fondamentalement autre n'est pas la preuve d'une vérité intérieure, c'est souvent le résultat de blessures non reconnues. Et à travers le travail thérapeutique, on peut commencer à remettre en question cette image de soi, à créer un nouvel espace, plus juste, plus nuancé, où il est possible de trouver sa place sans devoir se trahir pour y entrer. Je travaille beaucoup avec des personnes ayant vécu des traumatismes, et ce que j'entends souvent, c'est une profonde honte mêlée à de la confusion chez celles et ceux qui ont été victimes d'attouchements ou d'agressions sexuelles. Beaucoup se sentent troublés parce que leur corps a réagi physiquement pendant l'agression. Avoir une érection, ressentir une lubrification ou même avoir un orgasme dans ce contexte ne signifie absolument pas que vous étiez consentant. Cela reste une agression. Et pourtant, beaucoup de personnes gardent cette expérience comme un poids, persuadées que leur réaction physique invalide leur vécu ou leur douleur. Ces réactions corporelles automatiques peuvent être très déstabilisantes. Certains se demandent s'ils ont quelque part désiré ce qui s'est passé, s'il y a quelque chose de tordu en eux, s'ils doivent se sentir coupables. Ils n'osent souvent pas en parler de peur d'être mal compris ou jugés.
Et c'est justement cette incompréhension, autant personnelle que sociale, qui rend le travail thérapeutique autour du traumatisme encore plus difficile. Mais la vérité, c'est que le corps humain peut réagir au toucher, même quand ce toucher est imposé, même quand l'esprit dit non, même quand on a peur ou qu'on est paralysé. Ce sont des réponses réflexes du système nerveux, indépendantes du désir, du consentement ou de la volonté. Et ces réponses ne valident en rien l'agression. Une agression reste une agression, peu importe la réaction corporelle. Pour ceux qui lisent ceci et qui se sentent seuls ou abîmés par ce qu'ils ont vécu, j'aimerais dire très clairement que ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien cherché, rien provoqué, et il n'y a rien de mauvais en vous. Trouver un thérapeute à l'écoute, ou simplement une personne en qui vous avez confiance, peut faire une vraie différence. Ce que vous avez vécu est une partie de votre histoire, mais ce n'est pas ce qui vous définit. Vous êtes bien plus que ce moment. Peut-être que ce que vous avez traversé représente un chapitre douloureux de votre vie, mais ce chapitre n'est pas le livre entier. Ce n'est pas à ce traumatisme d'écrire votre avenir. C'est vous qui avez ce pouvoir. Vous avez le droit de continuer, de guérir à votre rythme et de réinventer ce que vous voulez pour vous. Parmi les choses que les gens hésitent le plus à aborder en thérapie, certaines reviennent très souvent. Les hallucinations, qu'elles soient visuelles ou auditives, en font partie, tout comme les pensées suicidaires. Et ce que j'entends presque systématiquement quand ces sujets apparaissent, ce sont des phrases comme « je ne veux pas finir à l'hôpital » ou « j'ai peur que tu me prennes pour un fou ». Ce sont des craintes compréhensibles, surtout quand on n'a jamais eu l'occasion de parler de ces expériences sans se sentir en danger ou incompris. Un autre sujet qui déclenche beaucoup de silence ou de gêne, c'est tout ce qui touche à la sexualité. Que ce soit des pratiques comme le BDSM, des fétichismes, des fantasmes inhabituels ou même simplement une manière différente d'explorer son désir, beaucoup de personnes ont peur d'être jugées ou pathologisées. Mais ce n'est pas mon rôle de poser un jugement moral, ni de décider de ce qui est normal. Et pour être honnête, il y a de fortes chances que ce que tu veux partager, je l'ai déjà entendu d'autres fois. Et même si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas un problème. Mon objectif, c'est de comprendre, pas de condamner. Cela vaut aussi, et peut-être encore plus, pour les expériences non consenties, surtout lorsqu'on travaille ensemble sur des traumatismes. Ce sont des sujets douloureux, souvent marqués par la honte, la culpabilité ou la confusion. Il est courant de ne pas savoir comment en parler, ni même si on a le droit d'en parler. Mais ces expériences ont leur place en thérapie, parce qu'elles laissent des traces, et que les ignorer ne les efface pas. Ce que je veux que mes patients comprennent, c'est que la thérapie est un espace où l'on peut tout poser, sans devoir se censurer pour être accepté. Le malaise, la peur d'être anormal, la crainte de passer pour quelqu'un de dangereux ou de déviant, ce sont souvent les conséquences d'un monde qui a du mal à écouter sans juger. Mais ici, on essaie de faire les choses autrement. Chez beaucoup de personnes ayant vécu des traumatismes sexuels durant l'enfance ou à l'âge adulte, il arrive que des pensées intrusives liées à la sexualité surgissent, parfois avec des contenus très dérangeants, comme des fantasmes impliquant des membres de la famille ou une impression de sexualité déviante qu'ils ne comprennent pas. Certaines parlent même de nymphomanie, sans savoir ce qu'il se passe réellement en elles. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que ces pensées ne surgissent pas sans raison, et qu'elles ne définissent pas qui vous êtes. Elles sont souvent une conséquence du traumatisme. La sexualité peut devenir chaotique après une agression. Pour certaines personnes, cela se manifeste par une peur ou un rejet du contact physique, mais pour d'autres, le traumatisme peut se traduire par une hypersexualité. Ce symptôme est rarement évoqué dans les discours publics autour du trouble de stress post-traumatique, alors qu'il est pourtant bien réel. Et comme on n'en parle presque jamais, ceux qui le vivent ressentent souvent une honte intense. Ils se demandent ce qui ne va pas chez eux, s'ils sont cassés, sales ou dangereux, alors qu'ils sont tout simplement en train d'essayer de survivre et de composer avec les séquelles de ce qu'ils ont subi. Le cerveau traumatisé peut chercher à retrouver un contrôle, à réécrire le scénario, parfois même inconsciemment, en se réexposant à ce qui a fait mal. D'autres fois, c'est une manière de s'anesthésier émotionnellement. Ces mécanismes ne sont pas choisis volontairement,
ils sont le résultat de circuits de survie profondément enracinés. Et ce n'est pas une question de moralité ou de volonté, mais bien une conséquence d'un vécu extrêmement bouleversant. Il est crucial de dire aux personnes concernées qu'elles ne sont pas seules et qu'il n'y a rien de honteux à vivre cela. Ce sont des symptômes, pas des preuves de déviance ou de perversité. Le fait d'avoir des pensées intrusives ne signifie pas que vous voulez qu'elles se réalisent, et ressentir du désir sexuel de manière excessive ou désorganisée après un traumatisme ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Cela signifie simplement que vous avez été blessé, et que votre corps et votre esprit essaient de comprendre, de survivre, parfois de manière désordonnée. Si vous vous reconnaissez dans cela, sachez qu'il existe des professionnels formés pour vous accompagner sans jugement. Vous méritez d'être écouté avec respect, vous méritez d'être compris, et surtout, vous avez le droit de guérir à votre rythme, sans culpabilité. Ce que vous vivez ne vous définit pas, c'est une conséquence d'un traumatisme, pas une identité. Le trouble obsessionnel compulsif, qu'on appelle souvent TOC, est très mal compris par le grand public. Beaucoup de gens pensent encore qu'il s'agit simplement d'aimer que tout soit propre, bien rangé ou symétrique. Mais la réalité est beaucoup plus complexe, et surtout, beaucoup plus douloureuse pour ceux qui en souffrent. Parmi les formes que peut prendre le TOC, il y a les pensées intrusives, qui sont particulièrement violentes, dérangeantes et difficiles à exprimer. Ces pensées ne reflètent pas les désirs de la personne, mais surgissent malgré elle, avec une force qui les déstabilise. Certaines personnes peuvent se retrouver confrontées à des images mentales où elles font du mal à des enfants ou à des membres de leur famille, à des scénarios où elles agressent quelqu'un, ou à la peur obsessionnelle d'être un tueur en série. Ces idées provoquent une onde profonde, un sentiment d'horreur vis-à-vis d'elles-mêmes, et une peur constante d'être jugées ou mal comprises. Dans mon travail, je vois à quel point ces pensées pèsent sur mes patients. Ils ont souvent attendu longtemps avant d'en parler, parce qu'ils craignent que je les considère comme dangereux, ou que je décide de les faire hospitaliser. Certains arrivent à la première séance avec cette peur en tête, mais aussi avec le besoin de se libérer, de comprendre ce qui leur arrive. Et ce que je leur rappelle toujours, c'est que le fait d'avoir peur de ces pensées est justement un signe qu'ils ne sont pas ce qu'ils redoutent d'être. Le TOC utilise souvent ce qui compte le plus pour la personne, ce qu'elle respecte, ce qu'elle aime, pour créer de la peur. Il va s'en prendre à ce qu'elle considère comme sacré ou intouchable, comme une manière cruelle de tester sa moralité. Et c'est cette confrontation intérieure qui est insupportable. Aimer profondément ses enfants tout en étant hanté par des images où on leur ferait du mal, ce n'est pas un choix, c'est un symptôme. Et ce symptôme mérite d'être compris, pas puni. Ce qui compte, c'est de créer un espace où ces pensées peuvent être exprimées sans danger, sans jugement. Parce que tant qu'elles restent cachées, elles grandissent dans l'ombre. Mais une fois qu'on commence à les dire, à les regarder pour ce qu'elles sont vraiment, on peut commencer à reprendre le pouvoir sur elles. Quand j'étais thérapeute, une phrase que j'entendais souvent, c'était simplement « je ne sais pas ». Et ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point les gens hésitent à dire ça. Dire qu'on ne sait pas pourquoi on se sent mal, pourquoi on est vide, pourquoi on est triste ou en colère, c'est difficile pour beaucoup. Il y a une peur d'être jugé, ou peut-être une attente intériorisée qu'on devrait toujours avoir une explication logique à tout ce qu'on ressent. Alors qu'en réalité, ne pas savoir, c'est souvent le point de départ. C'est exactement pour ça que les gens venaient me voir. Pas parce qu'ils avaient les réponses, mais parce qu'ils voulaient qu'on les cherche ensemble. Il n'y a rien de faible ou de confus dans le fait de dire « je ne sais pas ». Au contraire, c'est un acte de lucidité et de courage. Ça ouvre un espace où on peut enfin commencer à poser des mots, à explorer ce qui a été mis de côté ou ce qui est trop flou pour être formulé seul. Beaucoup arrivent en thérapie avec cette sensation pesante d'être perdu, ou de ne pas comprendre pourquoi quelque chose ne va pas. Et c'est totalement légitime. Cette idée me rappelle toujours un passage d'une chanson de Simon & Garfunkel, America. Il y a cette phrase qui dit « Cathy, je suis perdu, ai-je dit, même si je savais qu'elle dormait. Je suis vide et j'ai mal, et je ne sais pas pourquoi, point. » C'est exactement ça. Ce moment où on prend conscience que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne sait pas encore le nommer.
Ce genre de vérité simple, fragile, mais profondément humaine. Alors si vous êtes assis face à un thérapeute, ou simplement en train d'essayer de comprendre ce que vous ressentez, et que tout ce que vous pouvez dire, c'est « je ne sais pas », sachez que c'est un très bon point de départ. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'ouverture d'une conversation honnête, et souvent, c'est là que la guérison commence. Il arrive souvent que les patients ressentent une forme de crainte à l'idée d'admettre qu'ils n'ont pas réussi depuis la dernière séance. Cela peut concerner l'utilisation d'un outil qu'ils sont en train d'apprendre à maîtriser, une stratégie pour faire face à une émotion difficile ou même un exercice que je leur ai proposé entre 2 rendez-vous. Il y a comme une gêne, une peur de décevoir, presque une honte d'avoir trébuché. Pourtant, il faut le dire clairement, les êtres humains ne sont pas des machines. La thérapie, ce n'est pas une ligne droite ni un ensemble de tâches à cocher, c'est un processus complexe, exigeant et profondément humain. Ce que j'essaie toujours de transmettre à ceux que j'accompagne, c'est que je n'attends pas d'eux une perfection immédiate, ni même une progression constante. Quand on commence un travail thérapeutique, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à un traumatisme ou à des croyances conflictuelles profondément ancrées, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des pas en avant, des pauses, des détours, et parfois des retours en arrière. Et c'est normal. Ce que je perçois souvent chez les patients, c'est qu'ils ne veulent pas me décevoir. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils croient que j'attends d'eux. Mais ces moments où ils pensent avoir échoué, où ils n'ont pas fait ce qu'ils s'étaient promis, où ils ont évité un exercice difficile ou cédé à une ancienne habitude, sont justement des points d'appui essentiels pour continuer à avancer. Ils permettent de comprendre ce qui bloque, ce qui fait peur, ce qui demande plus d'attention. En réalité, ces soi-disant échecs sont des opportunités pour mieux se connaître, pour affiner le travail, pour apprendre à se traiter avec plus de compassion. La thérapie, ce n'est pas une suite de réussites, c'est un espace où tout peut être dit, y compris ce qui n'a pas marché. Et parfois, c'est dans ces moments-là que le vrai changement commence à se construire. Je suis psychologue, et ce que je constate régulièrement, c'est que tout ce qui touche à la sexualité reste encore profondément chargé de honte. Qu'il s'agisse d'abus sexuels vécus, de fantasmes ou de fétichisme, de troubles de l'érection, d'infidélité ou même simplement du fait de vouloir devenir plus affirmé sexuellement, les gens ont souvent énormément de mal à en parler. Ils ont peur d'être jugés, de paraître anormaux, de dire quelque chose qu'il ne faut pas. J'ai souvent entendu qu'on trouvait que j'avais un visage de psychologue, un visage qui ne trahit rien, justement pour aider à créer un espace sûr. J'essaie toujours de garder une attitude calme et neutre, non pas parce que je suis indifférent, mais pour normaliser ce qui est dit et éviter que la personne en face de moi se sente exposée ou rejetée. Avec les adolescents, c'est encore plus flagrant. Ils arrivent souvent en séance en faisant semblant que tout va bien. Et puis, à 10 ou 15 minutes de la fin, ils lâchent quelque chose. Ils racontent qu'ils ont replongé, qu'ils se sont scarifiés une nuit, qu'ils ont eu des pensées suicidaires, qu'ils sont submergés par des crises de panique ou qu'ils passent leur temps à se rabaisser intérieurement. Et presque toujours, ils ajoutent qu'ils ont eu peur de me le dire, parce qu'ils pensaient que j'allais être déçu ou qu'ils allaient me décevoir. C'est à ce moment-là que la vraie discussion commence. On parle alors de cette tendance à surveiller et à anticiper les émotions des autres, à vouloir protéger tout le monde de ses propres souffrances, à croire qu'il faut cacher ce qu'on ressent pour ne pas déranger. Et je leur explique que ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas à eux de gérer mes réactions. C'est à moi, en tant que professionnel, de veiller à mes émotions, de garder un cadre stable. Mon rôle, c'est de m'assurer qu'ils peuvent être sincères sans avoir à porter ce poids en plus. Et surtout, je leur rappelle que je suis là pour leur bien-être, pas pour les juger. Que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, n'est jamais une faute ou une déception. Que demander de l'aide, même au milieu d'un échec ou d'une rechute, est déjà un signe de force, et que c'est précisément pour ça que je suis là, pour les accompagner, sans condition. Il arrive que certaines personnes soient envahies par des pensées intrusives qui reviennent sans cesse, des idées qu'elles ne comprennent pas, qu'elles rejettent mais qui les poursuivent malgré tout.
Ces pensées peuvent prendre la forme de scénarios violents, comme l'idée de faire du mal à quelqu'un, voire de le tuer, ou encore d'images sexuelles troublantes impliquant des enfants ou des membres de la famille. Ce genre de pensée provoque souvent une honte profonde, au point que ceux qui en souffrent mettent parfois des mois, voire des années, avant d'oser en parler à quelqu'un, même à un thérapeute. Mais la réalité, c'est que si ces pensées reviennent régulièrement et qu'elles provoquent une détresse intense, ce n'est pas parce que la personne est dangereuse. Au contraire, c'est souvent un signe clair qu'elle ne l'est pas. Dans la majorité des cas, ces pensées sont liées à un trouble obsessionnel compulsif, plus connu sous le nom de TOC. Les personnes concernées ne souhaitent pas agir selon ces pensées. Elles en ont peur, elles s'en veulent de les avoir, et elles passent leur temps à se demander pourquoi leur cerveau fonctionne ainsi. Ce qui est paradoxal, c'est que plus elles essaient de ne pas y penser, plus ces images s'imposent à elles, un peu comme si leur esprit utilisait leurs pires peurs pour les tester ou les tourmenter. Elles peuvent éviter certains lieux ou certaines personnes, non pas parce qu'elles ont envie de commettre quelque chose de mal, mais parce qu'elles redoutent plus que tout de perdre le contrôle. Et pourtant, tout cela montre justement à quel point elles cherchent à protéger les autres. Ce qui les hante, ce n'est pas une pulsion réelle, c'est la peur de la voir, c'est l'angoisse de devenir quelqu'un qu'elles ne sont pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avoir ce genre de pensée ne fait pas de quelqu'un un monstre. Ce n'est pas l'envie d'agir qui les pousse à revenir, c'est un trouble mental qui fonctionne comme une alarme détraquée. Et plus on comprend ça, plus on peut aider ces personnes à retrouver un peu de paix. Parce que derrière ces pensées, il y a souvent des gens profondément sensibles, qui se battent en silence contre quelque chose qu'ils n'ont jamais choisi. Il y a deux sujets qui reviennent très souvent dans les séances, les révélations d'abus sexuels subis durant l'enfance, et les pensées suicidaires. Ce sont des choses que j'entends quasiment tous les jours dans mon travail. Pour moi, ce n'est ni choquant ni étrange. C'est devenu, d'une certaine manière, une part normale de ce que j'accompagne au quotidien. Mais ce que je n'oublie jamais, c'est que même si c'est peut-être la 5e fois de la journée que j'entends un témoignage de ce type, pour la personne assise en face de moi, c'est souvent la première fois qu'elle en parle. Et cette première fois a une portée immense. C'est un moment chargé de peur, de honte, parfois de culpabilité, et toujours d'émotions retenues. Il faut du courage pour mettre des mots sur ce qui a été tu pendant des années. Pour dire, il m'est arrivé quelque chose ou je ne sais pas si j'ai envie de vivre. Ce n'est jamais anodin. Et c'est justement pour ça qu'il est essentiel que je sois pleinement présent. Que je montre à cette personne que ce qu'elle dit compte. Que ce qu'elle vit est accueilli avec douceur, et qu'elle n'est pas en train d'en dire trop, ni de déranger, ni de me mettre mal à l'aise. Dans ces moments-là, je fais toujours attention à adapter mon écoute. Il ne s'agit pas de répondre mécaniquement, ni de banaliser sous prétexte que je connais le sujet. L'important, c'est de valider l'expérience unique de la personne. De lui faire sentir qu'elle est en sécurité, ici et maintenant, et qu'elle peut commencer à déposer ce fardeau qu'elle porte seule depuis trop longtemps. Il n'y a pas de « petite révélation ». Ce n'est jamais rien, même si la personne le dit sur un ton calme ou avec détachement. Le fait d'en parler est déjà un acte énorme, et il mérite d'être reçu avec respect, lenteur et humanité. Beaucoup de gens pensent que la majorité des personnes ont un grand cercle d'amis, mais ce n'est tout simplement pas vrai. En réalité, la plupart des gens ont un ou deux vrais amis proches, pas plus. Cette idée fausse peut parfois faire sentir certaines personnes isolées ou différentes, alors que c'est en réalité tout à fait courant. Un autre sujet fréquent est la dysfonction érectile. Beaucoup croient à tort que ce problème concerne uniquement les hommes âgés, alors qu'en réalité, il peut toucher des personnes de tous âges. C'est une difficulté plus répandue qu'on ne le pense, et pourtant on en parle encore peu, à cause de la gêne ou des idées reçues. Enfin, une grande source de souffrance vient de ce sentiment d'être l'exception, différent des autres, que ce soit par rapport à sa manière de vivre un divorce, de gérer l'anxiété, ou même de supporter le stress lié à la pandémie. Par exemple, certaines personnes pensent qu'elles sont les seules à rester dans leur mariage après une infidélité, ou qu'elles sont les seules à avoir des réactions intenses face à des situations apparemment banales.
Quand je leur dis qu'elles sont en réalité tout à fait normales et que beaucoup vivent les mêmes choses, le soulagement qu'on lit sur leur visage est quelque chose que je ne me lâche jamais de voir. Je suis travailleur social, pas thérapeute, et dans mon métier, j'ai souvent vu des choses qui m'ont marqué, non pas parce qu'elles étaient choquantes, mais parce qu'elles disaient quelque chose de profond sur la façon dont les gens perçoivent l'aide qu'on leur propose. Par exemple, j'ai accompagné des personnes qui avaient tellement intégré l'idée qu'elles devaient uniquement parler de leurs problèmes en rendez-vous qu'elles avaient peur de me dire quand elles allaient un peu mieux. Certains n'osaient même pas partager leurs petites victoires ou leurs réussites, parce qu'ils pensaient que, si on les voyait progresser, on allait les sortir du système, leur accorder moins d'attention ou croire qu'ils n'avaient plus besoin de soutien. Ils avaient peur d'être mis de côté juste parce qu'ils allaient un peu moins mal. Et pourtant, ces moments-là méritent d'être entendus autant que les moments de détresse. Être fier de soi, avancer, même un tout petit peu, ça mérite d'être reconnu, pas caché. Un autre sujet qui revient souvent, c'est celui de la consommation de drogue dure. Évidemment, on ne l'encourage pas, ce n'est pas quelque chose qu'on banalise. Mais on sait que ça fait partie de la réalité de certains parcours de vie. On doit savoir quand quelqu'un est sous l'effet de drogue, non pas pour punir ou juger, mais pour pouvoir agir avec discernement. On a besoin de savoir si on doit surveiller des comportements à risque, prévenir un risque de surdose, protéger les autres et la personne elle-même. Quand quelqu'un arrive en étant défoncé, notre première réaction n'est pas la colère. On ne cherche pas à les humilier ou à les exclure. On veut simplement les aider à aller dans leur chambre, à se poser, à se remettre. On est là pour veiller sur eux, pas pour les punir. Ce travail, ce n'est pas juste de la gestion de dossiers. C'est de la présence humaine, de la régulation, de la compréhension. C'est savoir accueillir la personne telle qu'elle est, à l'endroit où elle en est, que ce soit dans un moment de rechute, de vulnérabilité ou même de progrès. Et ça demande autant de respect que d'attention. Je commence à me spécialiser dans l'accompagnement des personnes qui vivent un deuil prolongé. Ce qui me touche toujours, c'est quand quelqu'un arrive en disant « J'ai honte d'avouer que je pleure encore tous les jours, 5 ans après la mort de ma mère ». C'est précisément pour ça que vous êtes là, pour chercher du soutien face à ce chagrin qui ne s'efface pas. Pleurer, même des années après, c'est une réaction humaine normale, et ça ne devrait jamais être source de honte. Au contraire, c'est un signe que votre amour est toujours vivant et que vous avez besoin d'accompagnement pour traverser cette douleur. D'un autre côté, il y a tout ce qui touche à la sexualité, qui revient aussi très souvent dans mon travail. Par exemple, j'ai eu un patient qui avait contracté une infection sexuellement transmissible grave, mais qui ne m'en a pas parlé pendant 2 mois parce qu'il avait peur que je sois dégoûté. Ce genre de peur est malheureusement très courant, alors que mon rôle est justement d'accompagner sans jugement, de créer un espace où l'on peut parler librement, même des sujets les plus difficiles ou tabous. Beaucoup de personnes viennent me confier qu'elles n'ont pas eu de relation sexuelle avec leur partenaire depuis des années, et qu'elles ne savent pas comment, ni même si elles pourront un jour retrouver cette intimité. Aux États-Unis, il existe encore une énorme honte autour de la sexualité, ce qui pousse beaucoup de couples à ne pas oser parler de leurs besoins sexuels. Le temps passe, et petit à petit, les relations sexuelles s'espacent, jusqu'à parfois ne plus exister du tout pendant 3, 5, 10 ans, voire plus. Ce phénomène commence souvent à toucher les gens autour de la quarantaine ou de la cinquantaine, à un moment où la vie peut déjà être chargée de stress, de fatigue, et où la communication se complique. Cette situation génère beaucoup de solitude et de mal-être, car la sexualité est souvent vue comme un indicateur de la santé du couple. Or, il n'est pas rare que ces silences cachent des peurs, des blessures, des malentendus. Beaucoup de personnes se sentent coupables, honteuses ou anormales, sans réaliser qu'elles sont loin d'être seules dans ce cas. Parfois, elles se demandent si leur mariage est fini parce qu'elles ont des fantasmes sur d'autres personnes que leur partenaire. Elles croient à tort que ce genre de pensée signifie qu'il y a un problème grave dans leur relation, alors que ces fantasmes sont en réalité très courants et ne remettent pas forcément en cause leur amour ou leur engagement. La clé, souvent, c'est de réussir à retrouver un espace de confiance où chacun peut exprimer ses désirs, ses peurs et ses doutes sans jugement.
Reprendre le dialogue intime, petit à petit, permet de reconstruire un lien, de réapprendre à se découvrir ensemble. Ce n'est pas simple, surtout quand la honte est ancrée depuis longtemps, mais c'est possible. Et surtout, il ne faut jamais oublier que la sexualité évolue, change, et que chaque couple peut inventer son propre rythme, sa propre manière d'être proche l'un de l'autre. Être fatigué d'être mère, c'est un sentiment que beaucoup de femmes ressentent, même si c'est encore un sujet tabou. Dans notre société, il y a cette idée très forte que l'on doit aimer ses enfants de tout son cœur, que ce sont la priorité absolue dans la vie, et qu'on doit toujours être disponible pour eux sans jamais se plaindre. Pourtant, la réalité, c'est que s'occuper d'un enfant, c'est compliqué, c'est du travail intense, souvent épuisant, et parfois vraiment chaotique. Il y a des jours où on donne tout, où on s'oublie complètement, et où l'on rêve juste de souffler, de prendre une pause. C'est tout à fait normal de ressentir ce besoin de prendre du recul, de vouloir s'éloigner un peu de toutes ses responsabilités. Ce n'est pas un signe d'égoïsme, ni une preuve qu'on aime moins ses enfants. C'est simplement une manière saine de préserver sa santé mentale et son énergie. Prendre du temps pour soi, même quand on est mère, n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Reconnaître cette fatigue et ce besoin de pause, c'est déjà faire preuve de courage. Cela permet de mieux se reconnecter à soi-même et finalement d'être plus présente, plus disponible quand on revient auprès de ses enfants. Accepter que la maternité ne soit pas toujours un long fleuve tranquille, mais parfois une montagne russe émotionnelle, ça peut dédramatiser beaucoup de culpabilité que beaucoup portent en silence. Beaucoup de personnes que j'accompagne me disent ne pas savoir ce qu'elles aiment vraiment faire. C'est quelque chose qui revient souvent. Souvent, dans leur entourage, y compris chez certains thérapeutes, on leur dit des choses comme « essaie de faire quelque chose de sympa aujourd'hui » ou « qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ?» Le problème, c'est que beaucoup de ces personnes ne savent tout simplement pas quoi répondre. Elles n'ont jamais vraiment réfléchi à ce qui leur procure du plaisir ou du réconfort. Je leur explique souvent que ces questions ou conseils peuvent être frustrants, car ils partent du principe que chacun devrait forcément savoir ce qu'il aime. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et quand je leur dis cela, je les vois souvent se détendre, prendre une grande respiration, et parfois lâcher un « Ah, ça fait tellement du bien d'entendre ça, parce que moi non plus, je n'ai aucune idée de ce que j'aime faire. » C'est justement ça le problème. Beaucoup ont l'impression qu'ils devraient le savoir, qu'à leur âge, tout le monde a déjà tout compris et sait ce qui lui plaît. Cette sensation de décalage peut être très lourde, surtout quand on est entouré de gens qui semblent sûrs d'eux. Ils ont souvent honte de ne pas savoir, alors qu'en réalité, c'est une situation extrêmement fréquente. Je ne pourrais même pas compter le nombre de fois où j'ai eu cette conversation avec des clients. Reconnaître qu'on ne sait pas, c'est déjà un pas important. Cela ouvre la porte à la découverte, à l'exploration, sans pression ni jugement. Il ne s'agit pas de devoir trouver immédiatement une passion ou une activité favorite, mais simplement d'accepter que ce n'est pas toujours évident, et que c'est normal. Cette prise de conscience peut être libératrice et commencer à ouvrir de nouveaux chemins pour apprendre à se connaître un peu plus. Au cours de toutes ces années de travail, je tiens à souligner quelques vérités importantes. Premièrement, les abus sexuels incestueux sont malheureusement fréquents, et cela n'est absolument pas acceptable. Si vous choisissez d'aborder ce sujet avec votre thérapeute, sachez qu'il ne sera ni dégoûté ni choqué. Je dis cela parce que la culpabilité et la honte que vous pouvez ressentir sont souvent écrasantes, et je veux que toute personne qui lit ceci sache qu'il n'y a rien de mauvais en vous si vous avez été victime d'un tel abus. Il est aussi important de rappeler que les femmes et les filles peuvent être elles aussi des auteurs d'abus, ce qui ajoute une dimension complètement différente de honte et de doute de soi. Les abus peuvent être perpétrés par des frères et sœurs, des parents, des oncles et tantes, des grands-parents, des cousins, et parfois plusieurs membres de la famille à différents moments ou même en même temps. Souvent, c'est quelque chose dont la famille est consciente, mais qui n'intervient pas ou, pire encore, qui blâme les victimes. Vous n'êtes jamais responsable si vous avez été victime d'abus sexuels durant votre enfance ou votre adolescence. Ce n'est jamais votre faute.
C'est un sujet que nous entendons fréquemment, et notre rôle n'est pas de changer ce qui s'est passé, mais de vous accompagner si vous souhaitez explorer la manière dont ces expériences vous affectent aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.